Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode de mon podcast Tabou mais utile, que je vais filmer pour vous sur YouTube avec une introduction un peu particulière pour vous contextualiser. Vous pourrez retrouver tous les épisodes ainsi que celui-ci et tous les prochains à venir sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles de podcast. Je vous mets les liens dans la description. Je vous invite à aller vous abonner pour me donner un peu de force si c'est un format que vous appréciez, pour ne pas rater tout ce qui arrive. Ce premier épisode va être un petit peu particulier. C'est moi aujourd'hui qui vous raconterai mon histoire et qui partagerai sur un sujet que je juge tabou mais utile. Mais pour tous les prochains épisodes, je serai toujours accompagnée d'une personne qui viendra me partager son expérience sur un sujet très spécifique qu'elle juge tabou mais utile. Vous l'aurez compris, l'idée de ce podcast est donc de parler de tous ces sujets dont on ne parle jamais. Dans ce premier épisode, je viens vous raconter mon histoire avec les hommes. Pour vous mettre un peu de contexte et vous donner la ligne directrice de cet épisode, j'ai longtemps pensé, et je pense encore aujourd'hui, avoir une espèce de malédiction avec les hommes de mon entourage. Cet épisode parlera de deuil, d'emprise et de maladie. Si ce sont des sujets que vous ne souhaitez pas entendre, avec lesquels vous avez un rapport particulièrement sensible, je vous invite à ne pas écouter cet épisode. Commençons par le commencement. Je suis née le 30 mars 1996 et je suis issue d'une famille biculturelle, disons, puisque ma mère est portugaise. Elle a passé une grande partie de sa vie au Portugal. Et elle est venue en France à l'âge de 16 ans. Mon père, marocain, mes parents se sont rencontrés dans un cadre un peu particulier puisque mon père était enseignant en lettres, donc il enseignait les lettres, à savoir le français sous toutes ses formes. Pendant une période de sa vie, il a enseigné à des écoles d'élèves étrangers, non francophones, et ma mère, en arrivant en France, justement, était dans une école où mon père donnait des cours de français, donc c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Ma mère était l'élève de mon père. Et ils ont eu un coup de foudre. Alors il faut savoir qu'ils avaient 16 ans d'écart, ce qui évidemment a posé problème pour leurs premières années d'histoire et de vie entre la famille de ma mère et mon père. Finalement tout s'est bien passé. Il a fini par être accepté. Ils ont mené leur petit bout de chemin, et puis est arrivé mon frère dans leur vie. Donc ma mère est tombée enceinte d'un premier bébé, qui est donc mon grand frère, et 2 ans et demi plus tard, j'ai suivi. Et donc je suis arrivée sur cette petite terre. J'ai une enfance assez classique qui a été bercée, comme je vous le disais, par ce côté diversité culturelle, à savoir que je ne suis absolument pas proche de ma culture marocaine, malheureusement, puisque mon père s'en était aussi lui-même éloigné pour plusieurs raisons. Et donc il nous a pas forcément transmis cette culture-là. On est allé 1 ou 2 fois au Maroc tous ensemble pendant notre vie, mais voilà, il était pas proche de sa famille, pas proche de ses attaches. Il avait, je pense, beaucoup de rancœur pour plein de raisons sur plein de sujets, donc je me sentais pas d'appartenance à cette culture. Encore aujourd'hui, c'est un regret, parce que je pense que c'est une richesse monstrueuse, mais voilà, je me suis toujours sentie plus proche de la culture portugaise, puisque c'est celle dans laquelle j'ai grandi, j'ai été bercée, j'ai évolué, bien que je me sente avant tout française, je me sens quand même très proche de ces racines-là. Une enfance assez classique dans une famille traditionnelle, c'est-à-dire 2 parents ensemble qui ont chacun un job, un grand frère. On n'était pas aisés ni en difficulté, une famille classe moyenne, voilà, on habitait sur Paris, et puis on a mené notre petit bout de chemin. Aussi loin que je me souvienne, j'ai quand même beaucoup de souvenirs d'admiration de mon papa. J'ai toujours eu un lien très particulier avec lui. J'ai toujours aimé ma mère très fort. Je saurais pas trop comment vous l'expliquer, mais j'avais ce lien très particulier. J'avais l'impression que ma mère et mon frère formaient un duo, et que je formais un duo avec mon père, qu'on était voilà 2 pères, et qu'ensemble, 2 pères P-A-I-R-E-S, et qu'ensemble on formait ce quatuor de famille, mais qu'on avait chacun notre team. J'ai mené ma petite vie de petite fille, puis de jeune fille, un petit peu tranquillement, et puis vers le début de l'adolescence, entre mes 10 et mes 13 ans, il y a eu énormément de changements pour moi. J'ai eu 2 ans d'avance à l'école, et donc j'ai évolué un peu plus rapidement que mon âge, et donc j'avais finalement plus qu'un niveau d'écart avec mon frère, avec lequel on était très proches. Au collège notamment, on avait des groupes d'amis en commun, on sortait ensemble, etc. Donc voilà, on était une relation alors hyper conflictuelle, classique de frères-sœurs, on se bagarrait, machin, mais j'ai l'impression que c'est assez classique. Enfin, rien d'anormal quand on est enfant, quoi. Et puis à mes 13 ans, je rencontre ce qui va être mon premier amour. Et pour continuer un peu dans la lignée de ce que ma mère avait fait avec mon père, on a aussi une différence d'âge qui est pas aussi importante, puisqu'en plus j'ai 13 ans, donc il y aurait eu un sujet légal, mais on a 4 ans d'écart, donc ce qui à ce moment-là est quand même assez énorme. Donc ma première histoire d'amour qui a duré très longtemps. C'est mon premier rapport un peu compliqué avec les hommes, c'est la première histoire que j'ai eue, j'ai été un petit peu
obnubilée par ce garçon que j'admirais parce que plus âgé, parce que un petit peu populaire sur internet à ce moment-là, etc. Moi très très jeune, qui connaissait rien, qui voilà. Et puis les premières réactions un peu compliquées de mes proches, notamment de mon frère, qui a très très mal pris et vécu le fait que je me mette en couple avec un garçon qui était plus âgé que lui à ce moment-là. Encore une fois, je suis pas dans sa tête, mais je pense qu'à l'adolescence et quand t'es un jeune garçon, il y a un petit sujet de combat de coq et j'ai vécu franchement des moments très compliqués par rapport à ça, où je me rappelle d'une fois dans la rue où on a croisé mon frère, alors j'étais en balade avec mon copain et il nous a poursuivis avec ses copains et j'ai dit à mon mec à ce moment-là de partir. Je pense qu'il a rentré dans une station de métro et moi je me suis faite balayer dans la rue quoi. Il y a des petites histoires sympas de ce type, voilà, ça a été toujours très compliqué par rapport à ça. Ce copain en question habitait pas à Paris, il a déménagé quand on a commencé à se mettre ensemble, ça tombe bien, à Bordeaux, et donc on vivait une relation à distance, donc une relation un peu particulière, surtout à cet âge-là, où tu commences à te construire, tu commences à apprendre et t'apprends sur des bases qui sont pas forcément très équilibrées. J'étais accrochée à mon téléphone, j'étais tous les soirs au téléphone pendant des heures avec lui, je faisais plus rien à part, enfin plus rien d'autre que de communiquer avec lui en dehors des cours, etc. Et très vite, il s'est montré très jaloux, très possessif, encore plus parce qu'on était à distance et qu'il avait besoin de contrôler. Et petit à petit, j'ai commencé à me couper de mon monde. J'avais un groupe de meilleurs copains avec qui j'ai grandi et j'ai fait une partie de ma primaire et de mon collège qui étaient vraiment comme des frères pour moi, qui venaient à la maison, mes parents les connaissaient, ils étaient les bienvenus, enfin voilà, après l'école, ils venaient prendre le goûter à la maison, comme s'ils étaient chez eux, quoi. C'était vraiment, ma mère leur achetait leurs trucs préférés, enfin, on avait vraiment une relation top. Et il se trouve que mon copain à ce moment-là était pas ok avec ça. Pour lui, c'était pas normal d'entretenir ce genre de relation avec un autre homme que lui. Et il avait l'impression que ces garçons étaient amoureux de moi et que donc on pouvait pas garder ce contact, en tout cas pas sous cette forme. Donc pour moi à ce moment-là, très naïf, très surtout très immature, et je me dis que j'ai pas envie de perdre mon copain, donc je préfère perdre mes amis, ce qui est une très grande bêtise puisque quelqu'un qui vous aime n'est absolument pas censé vous écarter des gens que vous connaissiez avant, qui vous veulent du bien. Mais ça, j'ai mis beaucoup trop de temps à le comprendre. Petit à petit, je commence effectivement à me recentrer un petit peu sur moi et sur notre relation et à mettre de côté un peu tout le monde. Il y a une partie de ces gens-là aujourd'hui et que je remercie encore 1000 fois qui l'ont compris et qui ont été ultra tolérants par rapport à ça puisqu'ils m'ont jamais lâché. Même quand moi je leur tournais le dos, ils ont toujours compris et fait preuve d'une patience monstrueuse. Clairement, mais j'ai perdu quand même une bonne partie de mes amis. Voilà, on évolue 1 an, 2 ans. Et puis, donc ça fait 2 ans qu'on est ensemble, j'ai 15 ans. Je suis toujours aussi proche de mon père, avec qui je partage de plus en plus, j'ai envie de dire, puisqu'au fur et à mesure, je comprends qu'on a vraiment, effectivement, des liens, comme avec un être humain, en fait, en dehors du fait que ce soit mon père, on a des centres d'intérêt en commun, je me retrouve énormément dans sa façon d'aborder les choses, dans ses discours, il m'impressionne toujours autant. Intellectuellement parlant, je suis hyper inspirée par lui. J'aime beaucoup, par exemple, aller prendre un café avec lui, on a des discussions en terrasse, enfin, c'est vraiment ce truc-là, et mes copines encore aujourd'hui s'en rappellent comme ça. Mon père avec son bouquin et son café en terrasse, et voilà, et moi j'aimais partager ces moments avec lui. En plus, je n'ai plus trop d'amis, j'ai presque plus que lui en physique avec qui c'est ok que je puisse passer du temps. Donc je me raccroche encore plus à ça. Avec mon frère, ça s'est un petit peu tassé, même si c'était toujours pas ok pour lui la relation que j'entretenais avec mon copain à ce moment-là. Il a bien compris que c'était effectivement pas lui qui décidait, même si mon copain ne venait pas à la maison, qu'on fuyait toujours par peur de le croiser. Mais mes parents étaient à peu près ok, donc c'était la seule chose qui comptait, quoi. Mais du coup, c'était un petit peu tendu en parallèle avec mon frère. Et puis un soir, on est un vendredi, c'est le vendredi 14 octobre 2011, j'ai 15 ans, je suis sur mon ordinateur, j'étais sur Messenger, je me rappelle, sur Facebook Messenger, en train de parler évidemment à mon copain, à qui d'autre voulez-vous que je parle, et il se trouve qu'avec mon père on s'écrivait énormément, il m'envoyait des textos un peu toute la journée, d'ailleurs il y a un de mes téléphones que j'ai toujours et que je pourrais jamais jeter parce que j'ai tous ces souvenirs là.
Il m'écrivait vraiment le matin pour me tenir au courant de sa journée. Enfin bref, on s'écrivait quoi. Et il m'écrivait aussi des choses tout douces et c'est rigolo parce que quelques jours avant, il m'a écrit un message random ton papa veillera toujours sur toi. Bon, il me disait souvent ce genre de choses, donc rien d'anormal pour moi. Et donc là, ce vendredi 14 octobre, lui, il avait une journée un peu spéciale puisqu'il allait commencer à donner des cours dans une nouvelle université. Donc il avait ce rendez-vous dans cette université le matin et l'après-midi, comme je vous rappelle, il était enseignant, il avait une réunion parents-prof. Et donc il se rend à son collège, et puis il devait rentrer assez tôt, genre 4-5 heures. Donc nous on est à la maison avec donc ma mère et mon frère. Il est 4 heures, il est 5 heures, il est 6 heures, j'ai pas de nouvelles, bizarre, il m'envoie pas de message, il répond pas au mien. C'est quand même assez anormal, mais je me dis fine. Il est 7 heures, toujours pas de nouvelles, ça n'arrive jamais, vraiment ça n'arrive jamais. Je me rappelle qu'au même moment, j'écrivais sur Messenger à mon copain que je trouvais ça bizarre. Il est 8 heures, il est 8h30, on l'attend pour dîner, toujours pas de nouvelles. Et là, on sonne à l'interphone. Et j'écris à mon copain sur Messenger, ah bah je pense que ça y est, c'est lui. C'est la police. Ma mère va ouvrir, il nous demande de nous regrouper dans le salon. Alors faut savoir que j'ai un genre d'amnésie de cette période, de ce moment, j'ai l'impression de me souvenir, je sais pas si c'est des choses que j'invente ou que j'ai vécues, il y a en même temps des choses que j'ai volontairement oubliées, bref. Il nous demande de nous installer dans le salon. Et il nous annonce que mon papa est décédé. Là, c'est juste le choc. J'ai l'impression de me rappeler de nous voir sur ce canapé qui était rouge, tous les trois assis à pleurer. Il nous explique que son corps qu'il va subir une autopsie, mais qu'il pense qu'il est décédé d'une crise cardiaque en sortant de son école, en récupérant sa moto sur son parking. Et qu'il y a les pompiers qui ont essayé de le réanimer, mais qui n'ont pas réussi. Je me rappelle du coup de retourner dans ma chambre, je sais pas, j'ai plus notion du temps, est-ce que c'était des minutes ou des heures à plus tard, je sais plus. Et de retourner sur Messenger et d'écrire à mon copain, en l'occurrence, que mon père est décédé. Et que c'est pour ça qu'il répondait plus en fait. Donc quelque chose de complètement lunaire. J'ai l'impression d'être à côté de moi à ce moment-là. À partir de ce moment-là, j'ai l'impression d'être à côté de moi. J'étais pas prête à ça devait pas arriver, c'était complètement injuste. Le lendemain, c'était le samedi, on avait un programme avec mon papa, on devait aller faire un peu de shopping ensemble, on devait aller manger ensemble. C'était pas censé se passer comme ça, en fait, j'y croyais pas, c'était complètement, complètement surréaliste. Bref, je crois qu'on appelle ma tante, je sais même plus qui on appelle, des gens de notre famille, pour qu'ils viennent. Et qu'on soit pas seul. Et voilà, la nuit, j'ai réussi à dormir, je suis allée me coucher. Et le lendemain matin, je me réveille, en ayant presque oublié ce qui s'était passé, ce qu'on avait appris en tout cas. Puis au moment où je réalise, la maison a une odeur différente, la maison a une énergie différente. Et je me demande si c'est vraiment arrivé ou pas. Je me fais vite rattraper par la réalité, puisqu'on doit très vite aller au commissariat pour voir tout un tas de trucs, du coup, autopsie, rapport de police, tout ça, et puis surtout, pour aller le voir. Donc on va ce jour-là au crématorium. C'est vraiment un endroit dans lequel j'aurais absolument jamais pensé mettre les pieds, encore moins pour aller voir mon père à 15 ans. Donc je me rappelle, il faisait beau. On passe d'abord par le commissariat de l'endroit de la ville où il est décédé. Puis il nous emmène le voir. Et là, c'est irréel. On va dans un endroit, une petite maison, où on nous prépare un espace en nous disant que
Dans quelques minutes, on pourra rentrer, soit tous ensemble, donc avec ma mère, je sais pas si mon frère était là, j'ai plus de souvenirs, ou voilà. Et donc, on rentre dans une pièce, et il est allongé, il porte pas de vêtements, mais il a un drap sur lui, et en dessous, c'est du métal. Ça a l'air froid. Lui-même, il est froid. J'ose pas le toucher, j'ose pas me rapprocher. J'ai l'impression que c'est lui. Et en même temps, c'est plus lui. Je vois son corps, mais je le sens pas. C'est pas mon papa. Donc à ce moment-là, je sais juste pas quoi faire. Je sais pas quel genre de comportement je suis censée adopter, ce qu'il faut faire, ce que je dois faire. Je suis pas sûre de pleurer à ce moment-là, je sais plus. Ça dure pas très longtemps. C'est juste pour qu'on constate que oui, c'est bien lui. Et c'est l'avant-dernière fois où je vais pouvoir le voir. Je me rappelle que je lui fais juste un bisou sur le front, comme il avait l'habitude de me le faire. Et quand ma bouche approche son front, je sens vraiment une vague de froid. Quand je le touche, c'est froid. Et particulièrement quand c'est ton parent, quand sa fonction première c'est de te réchauffer le cœur et de s'occuper de toi. C'est l'antipode de la froide, enfin c'est la chaleur. C'est ce qu'il représentait pour moi. Donc là, c'est vraiment le choc. Il avait des traces de sang, mais il avait juste l'air de dormir. Je sors de cet endroit et je pleure. Et je pense que je commence à réaliser que ouais, en fait, il est vraiment mort. Donc là vont s'enchaîner plusieurs jours, quasiment 10 jours, entre le moment où on le voit à ce moment-là et le moment où on peut l'enterrer, puisque il doit y avoir une autopsie pour s'assurer des causes de son décès. Et donc pendant ces 10 jours, on a tout le temps des gens avec nous, on est tout le temps entourés. Ma famille du côté maternel qui est là pour nous. On sent beaucoup d'amour, beaucoup de présence, donc on n'a pas le temps de trop se questionner, et en même temps on doit préparer les obsèques. Je me rappelle d'aller à un rendez-vous avec ma mère pour se renseigner sur comment, pourquoi. Je me rappelle d'aller à l'église. Alors c'est précisément ce moment où moi j'ai perdu la foi. J'ai été élevée dans la foi catholique, pour le coup je suis baptisée, première communion, profession de foi, bref tout ça. 10 ans de caté, machin. Et c'est précisément ce jour-là où j'ai plus cru en quoi que ce soit. Et encore aujourd'hui je suis pas croyante, mais on décide de faire une cérémonie religieuse. Donc il faut préparer tout ça. À côté de ça, mon frère, qui vit ça de façon très particulière, il était en pleine crise d'adolescence, je vous ai dit c'était assez conflictuel, c'était assez compliqué, et c'est toujours assez compliqué. Et paradoxalement, c'est les premières fois depuis des années où on se prend dans les bras l'un de l'autre, on se fait des câlins, donc très bizarre, et en même temps tellement nécessaire. Mais chacun vit son deuil à sa façon, chacun vit le choc à sa façon, chacun le prend comme il le peut. Et je le comprends aujourd'hui, je pense qu'à un moment j'en ai beaucoup voulu de pas avoir fait ce qu'il fallait, d'avoir fait des bêtises à la suite de ça, de machin, et en même temps je me dis maintenant aujourd'hui que j'ai pris un peu en maturité que c'est ok, puisqu'en fait il a le droit d'être choqué, de pas savoir comment réagir, de perdre ses repères, c'est... Voilà, on aurait dû juste être là pour lui, mais ça c'est un autre sujet. Et puis se pose la question, donc mon copain pour rappel était à distance, de le faire venir à la maison. Donc je vous rappelle qu'il n'avait pas le droit de venir puisque mon frère, voilà. Et là finalement il a le droit de venir, mais évidemment on dort pas ensemble et machin, mais il a le droit de venir. Donc il vient. Et donc il prend la place qu'il doit prendre. Il a été là pour moi et voilà. Ce jour de l'enterrement commence par le fait de fermer le cercueil. Donc on retourne tous cette fois-ci au crématorium. Et on a le droit de le voir pendant quelque chose comme 30 minutes. Je pense qu'ils nous disent qu'ils vont fermer le cercueil, le sceller, vers 8h30, quelque chose comme ça. Si je me rappelle bien, que je pars dans la voiture de la mère de ma meilleure amie avec mes meilleures amies, et je suppose mon mec. Elles sont là pour moi, comme elles l'ont toujours été, et comme elles le sont encore aujourd'hui. Et je me rappelle plus trop de ce qui se passe, je me rappelle plus trop de l'énergie que j'ai, je pense que c'est juste un moment hors du temps, un moment lunaire, où t'as l'impression d'assister à un spectacle d'illusion, c'est très particulier. Donc on arrive au crématorium, je pense qu'on a quelque chose comme 30 minutes pour le voir, et il se trouve que mon frère, lui, arrive, il est parti la veille, on sait pas trop où, on sait pas trop ce qu'il fait, il est pas là. Et il arrive, je pense, 1 minute ou 2 avant qu'il ferme le cercueil, ce qui rajoute un genre de stress supplémentaire, et un genre une tension en plus. Il arrive, le cercueil est fermé,
C'est donc la dernière fois où j'ai vu le corps de mon père. Cette fois-ci, on lui avait choisi une tenue, donc dans son cercueil et plus sur un morceau de métal. Mais il avait des traces de l'autopsie. C'est pas un souvenir dont j'arrive à me rappeler, c'est pas un souvenir que je garde. Puis on va à la cérémonie, donc, à l'église. Et je me rappelle d'avoir écrit une lettre, parce que j'adorais écrire. J'adore toujours écrire, même si j'ai plus le temps de le faire. Une très longue lettre, je crois, que je lis devant une église remplie. Mais j'ai aucun souvenir. Je me rappelle pas de ce moment. Je crois qu'ensuite on va au cimetière, on l'enterre. Je me rappelle pas. J'ai pas de souvenir. Je me rappelle juste de quelque chose, c'est la suite. On rentre à la maison, et là, on fait un genre de buffet à la maison avec tous ces gens qui étaient là, certains qu'on n'avait pas vus depuis des années. Je me rappelle de trouver ça ultra malvenu, d'en vouloir à la terre entière d'avoir été là en dehors des gens qui sont là de façon générale. Je me rappelle d'en avoir voulu à ma mère de célébrer quelque part, je voyais ça comme ça, je trouvais ça très particulier. Et puis à ce moment-là, je faisais beaucoup de babysitting depuis que j'ai 13 ans, je fais du babysitting, donc je faisais du babysitting. Et le jour de l'enterrement, le soir, j'ai une opportunité de babysitting et je décide d'y aller. Je décide d'y aller parce que j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de souffler. C'est un peu l'énergie que j'ai suivie pendant, encore aujourd'hui, toutes ces années et jusqu'à aujourd'hui, c'est que c'est mon échappatoire. Je pense que mon copain rentre à Bordeaux, que la vie reprend, que 2 ou 3 semaines plus tard, je retourne à l'école, au lycée. Je venais de commencer la terminale puisqu'on était en octobre, donc c'était l'année de mon bac. Et je crois que ça a été un truc aussi hyper difficile pour moi parce que mon père, c'était un petit peu ma ligne directrice par rapport aux études, c'était le truc qu'on avait aussi en commun. Et le perdre à ce moment-là, au moment où tu dois faire des choix, etc., ça a été très compliqué pour plein de raisons. Mais soit, je retourne à l'école, je suis endeuillée. Je me rappelle de m'habiller en noir pendant des mois. Je me rappelle de vivre des périodes de TCA très compliquées, de perdre une vingtaine de kilos. Je fais 1m74, je suis arrivée à 52 kilos. Mon poids de forme est plutôt aux alentours de 65-70 kilos. Je vais acheter mes vêtements chez Zara Kids et H&M Kids et je suis très contente de me fondre dans le décor et de prendre de moins en moins de place et de m'effacer en fait. C'est clairement ce que je vis, je m'efface. Il se passe plein d'autres histoires familiales avec mon frère notamment, dans lequel j'ai vraiment pas envie d'entrer dans le détail parce que pour le coup c'est pas une question de tabou mais c'est une question d'intimité et je me sens pas de partager ça parce que ça le regarde et que ça nous regarde et voilà. Mais on va plus parler pendant 2 ans je pense. Il vivra plus avec nous donc je vis ça je pense comme un deuxième abandon, d'abord mon père, ensuite mon frère et au milieu de tout ça le seul homme que j'ai autour de moi, c'est donc mon copain, puisque je suis toujours avec lui, toujours à distance, mais je suis toujours avec lui, qu'il est toujours là et on passe plein de bons moments, mais il est toujours aussi jaloux, toujours aussi possessif. J'ai toujours pas le droit de faire des choses, c'est-à-dire que je suis toujours aussi enfermée, de plus en plus même. J'ai pas le droit de me faire de nouveaux amis, sauf que c'est compliqué quand tu changes d'établissement scolaire, quand tu commences tes études sup, d'arriver dans un établissement où tu te dis bah en fait j'ai pas le droit d'avoir des amis, j'ai pas le droit de sortir, j'ai pas le droit de ceci, j'ai pas le droit de ça. Donc je suis seule, je suis littéralement seule. Même mes meilleures amies, mes 2 meilleures copines, qui sont des sœurs vraiment, je les vois plus, ou je les vois très rarement et dans des conditions très spécifiques. Elles viennent à la maison, je crois que j'ai même pas trop le droit d'aller chez elles. C'était pas directement induit tiens, tu n'as pas le droit de faire ci, c'est si tu fais ça, alors tu es une mauvaise personne, alors tu es une ceci, une cela, tu me veux du mal, tu me trompes, tu fais ci, tu me mens, tu machin. S'habiller d'une certaine façon c'était la même chose, se maquiller d'une certaine façon c'était la même chose, en bref. Et puis moi j'étais encore une fois très jeune, c'était ma première histoire donc j'étais convaincue que c'était normal. En plus de ça j'ai perdu mon papa, j'ai perdu mon frère. Pour moi à ce moment-là c'est la seule personne, c'est le seul homme qui reste dans ma vie, il est absolument hors de question que je le perde et donc je me plie absolument à tout, peu importe le prix quoi. Voilà, les années passent. J'ai mon bac, je fais ma vie, j'avance seule et je me concentre, comme je vous l'ai dit, pour le coup sur les études et le travail. Je m'amuse pas forcément dans ma vie, j'ai pas forcément de moments très joyeux après ça, mais je me concentre sur me construire en fait, devenir la personne qui rendrait fier mon papa. Et puis au milieu de tout ça, ma maman qui tient le coup et qui nous porte en fait, qui est remarquable. Donc je continue mes études après l'obtention de mon bac, je pars en DUT. Et puis en licence, et puis en master en école de commerce à Bordeaux.
puisqu'évidemment c'est plus simple pour plein de raisons, parce que je connais très bien cette ville en ayant fait pas mal d'allers-retours du fait de ma relation. Ça va faire je pense 6 ans que je suis avec ce garçon. Et puis lui il revient sur Paris, donc en fait moi quand je pars à Bordeaux c'est lui qui revient. Au bout de 2-3 mois je pense de ma rentrée en master en école de commerce, où je vous dis évidemment j'ai le droit de rien faire, vous imaginez bien la frustration quand on est en école de commerce et que c'est censé être les plus belles années, enfin les années les plus festives de ta vie, de ne pas pouvoir faire ça, sinon tu vas te manger des sauts d'insultes et de conflits dont t'as pas envie et dont t'as pas besoin. Bref, donc je reste encore une fois toute seule, quasiment. Et puis, en fait, si vous voulez, les bons moments, je les vivais quasiment du coup qu'avec mon mec, puisque c'était qu'avec lui que je me sentais libre de faire. Et puis, lui commence à se sentir un peu mal. Il a des migraines, il a des vertiges, il est fatigué, puis il a des vomissements, ça dure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on va voir des médecins, je l'emmène voir des ORL, je l'emmène aux urgences plusieurs fois, médecin. Bref, plein de choses. D'abord, on pense que c'est son oreille interne, puis ensuite autre chose, et de fil en aiguille, il se dégrade, son état se dégrade vraiment, et il rentre à Bordeaux pour être auprès de ses parents parce qu'il se rend compte que ça va pas. Donc il pense qu'il a besoin de se reposer. Donc il rentre à Bordeaux. Moi, c'est les vacances scolaires, je crois, donc je suis à Paris à ce moment-là. Et un vendredi, je crois aussi, décidément, il m'explique il avait rendez-vous avec son médecin généraliste le matin parce que voilà, il essaye encore de trouver ce qui va pas, le pauvre, il était vraiment en PLS. Et là, son médecin lui dit, écoute, on va aller faire une IRM en fait de la tête pour voir s'il y a quelque chose. Et donc il va faire une IRM. Et là, ils lui disent d'aller aux urgences immédiatement, qu'ils appellent le neurochirurgien et qu'il va être opéré d'urgence parce qu'il a une tumeur qui touche son cervelet, qui oppresse un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur, et c'est ce qui crée ses vertiges, ses vomissements. Et donc je sais plus si c'est lui qui me l'apprend ou si c'est sa mère qui m'appelle pour me dire on va à l'hôpital, il va être opéré tout de suite. Je crois que je suis à la foire du trône à ce moment-là avec ma maman. On se fait une petite sortie mère-fille. Et donc là je me mets à pleurer, je dis c'est pas possible, c'est pas possible. Je vais à la gare, je prends un train et je rentre à Bordeaux directement. Donc j'y suis, je pense, 4 ou 5 heures plus tard, le temps de l'organisation. Il s'est fait opérer, j'arrive à l'hôpital à Bordeaux pour le voir en réa, et je me dis, bon, ça y est. Et donc il s'est fait opérer pour lui sauver la vie, en fait, pour lui permettre de pas mourir. Ils l'ont soulagé en lui faisant un petit trou pour libérer, je sais pas, tout, les termes techniques, voilà. Moi je pense que c'est fini, que ça y est, c'était ça le problème. Mais en fait le problème c'est qu'il y a cette tumeur et c'est ça qu'il faut régler. Là c'était juste répondre dans l'urgence, mais il y a un vrai problème de fond. Et donc là je me rends compte, et on se rend compte que ça va être un combat. Donc on s'embarque dans cette maladie-là, où ils vont devoir l'opérer pour retirer cette tumeur, et puis ensuite analyser cette tumeur, et puis un traitement suivra. Et donc voilà, on s'embarque là-dedans pendant plusieurs mois. Ça va être très difficile. Moi je vais vivre une partie chez ses parents à ce moment-là, lui sera hospitalisé et moi je serai avec ses parents qui sont évidemment très tristes, qui ont très peur, moi aussi. Je suis très seule avec ses parents, mais je me rappelle de passer des heures au téléphone avec mes 2 meilleures amies. Je vous l'ai dit, elles ont toujours été là, même si je leur ai tourné le dos trop souvent, elles ont toujours répondu présentes quand il fallait l'être. Je leur serais... Vous n'imaginez pas à quel point je suis reconnaissante. Je pleure avec elle au téléphone, je pleure toute seule, je pleure dans sa chambre, je suis dans sa chambre, j'ai peur pour lui, j'ai peur. L'école reprend, et de dire à mes enseignants que je devrais partir plus tôt parce que je dois aller à l'hôpital. Et donc recommence cette routine. Donc il se fait opérer. On se permet de partir en vacances avant qu'il commence son traitement. Et puis l'été de la fin de mon master, il va commencer son traitement, donc il durera 2 mois, et puis à la rentrée, moi je commence un stage à Paris, et lui à Bordeaux, donc on recommence cette relation-là, mais il est guéri, ça va mieux. Moi, entre-temps, il s'est passé 7 ans depuis le moment où j'ai rencontré, j'ai perdu mon papa, j'ai eu des histoires avec mon frère, j'ai vécu la maladie avec lui, j'ai plus de copains, et ma vie professionnelle commence à se dessiner. C'est mon premier stage, c'est ma première expérience professionnelle. J'ai des échanges avec des gens, ça m'était pas arrivé depuis longtemps, que je peux côtoyer sans prendre de risque de me faire engueuler. Je prends confiance en moi, je prends confiance
Je comprends que je peux faire des choses, que je sais faire des choses. Je pense que je l'ai toujours su et c'est peut-être la seule force que j'avais toujours, mais là je le vois. Je m'en pratique, je m'épanouis et je pense que ça a été le déclic. Ça a été le déclic pour que je puisse comprendre que il était temps que je m'autorise à être heureuse. Au même moment où cette réflexion commence à tendre dans mon esprit, commence à naître dans mon esprit, je reçois un mail de mon école qui me dit que je suis acceptée pour partir en échange universitaire à San Diego. San Diego en Californie, aux États-Unis. C'était l'une de mes plus grandes envies et craintes en même temps. C'est-à-dire que dans le cadre de mes études, j'étais forcée de faire un moment à l'étranger, sauf que je savais que dans le cadre de mon couple, c'était pas compatible. Je savais que ça allait être très compliqué, il le savait que j'allais devoir partir, je me suis dit ça va être horrible à vivre. Et en même temps, j'avais envie de profiter de cette expérience, j'avais envie de vivre, j'avais le droit. Et donc je pense que tous ces facteurs-là ont fait mûrir en moi, dans mon esprit, le fait que je devais être seule. Et j'ai compris que c'était pas ok de vivre tout ce que j'avais vécu, même si le fait d'avoir traversé la maladie avec lui m'a remis un coup, j'avais terriblement peur de le perdre encore plus. J'avais vraiment cette crainte de perdre tous les hommes que j'aimais. Mais j'ai compris que cette fois j'avais le choix. On s'est séparés. Ça a été très difficile et je garde toujours une affection assez énorme pour lui et je pense que c'est normal quand tu passes autant de temps, donc on est restés 8 années ensemble, quand tu passes autant de temps de ta vie avec quelqu'un, ça a été difficile pour plein de raisons, on était tous les deux jeunes, moi particulièrement, je lui souhaite d'avoir des relations plus apaisées aujourd'hui, je lui souhaite surtout et avant tout aujourd'hui d'être en pleine santé, c'est vraiment la seule chose qui compte et la seule chose qui me préoccupe. Disons que j'ai pas de rancœur, j'ai appris beaucoup de ça, et donc c'est un peu le premier jour du reste de ma vie. Je prends cet avion et je pars pour 7 mois d'échange universitaire aux États-Unis toute seule. Et c'est une renaissance. C'est la première fois où je m'autorise depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, parce que du coup j'avais 13 ans quand je me suis mis avec ce garçon. Avant ça, je me rappelle pas d'énormément de choses. J'étais pas suffisamment grande pour faire des choix raisonnés et autonomes. C'est la première fois où je décide. C'est la première fois où je vis pour moi. J'arrive à San Diego seule du coup et je fais la rencontre de gens extraordinaires à qui je dis pas forcément ce que j'ai vécu, même pas du tout. Je leur parle pas de mon père, je leur parle pas de mon frère et je leur parle très peu de mon mec, de mon ex-copain parce que j'ai pas envie. J'ai envie de tourner la page, j'ai envie en tout cas de penser à autre chose et de me définir autrement. Et donc là, évidemment, l'une des meilleures périodes de ma vie, je suis libre. Sauf qu'évidemment, mes mauvais travers et mes petites malédictions ne sont jamais très loin. Dans mes malédictions, là, pour le coup, c'est un peu plus fun, un peu plus léger. Et ben, les hommes. Il y a plusieurs hommes que j'ai rencontrés pendant ce voyage à San Diego. J'ai fait plusieurs rencontres. Je me suis accrochée, parfois trop, à certains. Parfois pas assez, et j'ai fait des choses pas très ok. Juste, je me suis découverte une espèce de légèreté dans mon rapport aux hommes. Et ça, c'était complètement nouveau pour moi. J'avais le droit d'avoir des relations avec les hommes sans qu'elles soient graves, sans qu'elles soient douloureuses, sans qu'elles soient sérieuses, sans qu'elles soient pesantes. Juste pour me faire plaisir, pour passer du bon temps, pour profiter, pour rigoler, même si c'était compliqué de trouver cette distance parce que j'avais tendance à très rapidement me dire que si j'avais un homme dans ma vie, même si ça faisait 5 minutes que je le connaissais, il y avait une espèce de gravité et donc mon cœur et mon corps étaient... Voilà, bon. Mais premier jour du reste de ma vie. Et je me fais des copains, je me fais des copines et c'est juste génial. Je rentre à Paris et entre-temps j'avais repris contact avec pas mal de gens à qui je parlais plus puisque j'avais plus le droit. Des copains surtout, dont un qui était un copain de collège, l'un de mes meilleurs amis de collège, qui s'appelle Roman, d'ailleurs qui m'avait valu une belle dispute avec mon ex-copain puisqu'un jour sur Messenger random il m'a écrit joyeux anniversaire genre en 2012, ça faisait 2-3 ans que j'étais avec mon copain et je me suis faite engueuler, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il te veut, machin, bon, donc j'avais plus le droit de lui parler. Donc là j'étais très contente, j'avais envie de prendre de ses nouvelles et en fait il y a plein de gens qui m'ont manqué, il y a plein de gens
pour lesquels j'avais beaucoup d'affection et que j'avais envie de prendre des nouvelles, j'avais envie de savoir comment ils allaient. Ceux qui avaient de la rancœur et qui voulaient pas me répondre, je le comprenais, et ceux qui étaient ok pour qu'on se parle, qu'on se reparle, qu'on reprenne contact, j'étais juste ravie, vraiment sans arrière-pensée, juste d'humain à humain. Et Roman en faisait partie. Je l'ai rajouté sur Instagram. Et j'ai vu l'une de ses stories, il était dans la salle de sport en face de chez moi à Paris. Moi j'étais du coup sur un autre continent. Et on a commencé à se reparler comme ça. Vraiment, juste un copain dont je reprends des nouvelles. Je racontais même toutes mes petites histoires à San Diego pour vous dire. Je rentre à Paris, puis on décide de se voir. Lui il était en couple, donc voilà, je décide de le voir avec mes copines qui étaient aussi ses copines, machin. Et puis quelques semaines plus tard on se met en couple. Il quitte sa copine évidemment, on fait les choses correctement, et puis on se met en couple. Lui, évidemment, parce que sinon ça serait trop compliqué, vivait en Tunisie à ce moment-là. Il avait déménagé en fait à la fin du collège, il avait fait tout son lycée en Tunisie et depuis il travaillait là-bas avec son grand-père. Donc je me dis waouh meuf, dans quoi tu t'embarques encore? Il se trouve que quelques mois plus tard je prends un appart sur Paris, mon premier appart sur Paris toute seule. J'avais vécu à Bordeaux, à San Diego, etc. Mais à Paris j'ai toujours été chez ma mère. Là je décide de prendre mon appart. Et j'ai pas passé une seule nuit dans cet appart toute seule parce qu'en fait il est venu vivre avec moi quand j'ai eu les clés. Donc il a quitté sa vie en Tunisie pour venir avec moi au bout de quelques mois. On décide de mener des projets ensemble, on voyage, on vit notre best life, on est hyper heureux. C'est une relation qui est saine, même si moi j'ai beaucoup de travers de mon ancienne relation. Il est très patient, donc il le comprend. Je lui parle énormément, je lui raconte tout ce qui s'est passé. Encore une fois, il le comprend. Il sait que c'est difficile pour moi parce que j'ai vécu autre chose, un autre schéma, un autre modèle. Parfois, il est pas forcément content non plus de mes réactions, mais il est toujours très patient et franchement incroyable. Et donc je finis par m'apaiser, je finis par comprendre qu'en fait on peut avoir une relation saine, que j'ai le droit de faire des choses, qu'il m'interdit rien, que moi non plus, que en fait on est deux individus à part entière qui avons le droit à nos plaisirs personnels et pour mieux être heureux ensemble. Et donc on vit notre petit bout de chemin. Et là, 1 an et demi plus tard, il reçoit un appel un matin. Son papa était dans une clinique puisqu'il était soigné pour dépression. Il reçoit un appel, il faut qu'il y aille. Il part en courant, il y va. 20 minutes plus tard, il m'appelle en larmes pour me dire que son père est mort. Je comprends pas ce qui se passe. Je cours, je mets mes chaussures, je cours, je le rejoins avec son frère et leur meilleur ami et il m'explique, son père est mort. Et il va suivre et subir le même schéma que moi. Il va vivre ce que j'ai vécu. Autopsie, les obsèques et tout le reste. Donc je vais vivre ça avec lui, sachant que c'est la personne sur Terre à qui j'ai le plus parlé et communiqué, c'est avec lui que je me suis confiée le plus sur mon père, sur ce que j'ai vécu, etc. Jamais j'aurais cru qu'il vivrait la même chose. Donc c'était très difficile pour moi de le voir vivre ça. Il traverse cette épreuve, j'essaye tant bien que mal d'être là pour lui autant que je peux et de le soulager comme je peux. On part, voyager ensuite, je tombe enceinte, on voit ça un peu comme un signe du destin. On rentre à Paris, on a notre fils, c'est un garçon. Je pense que j'ai eu peur parce que le rapport que j'ai avec les hommes de ma vie, c'est toujours tragique, donc j'ai peur pour ça. Mais je pense que c'est la seule lumière dans tout ça. Donc on a notre fils, Sandro, qui naît le 6 novembre 2020. Et puis on décide de continuer nos petites aventures, mais tous les trois, on part en Tunisie. On mène notre petit bout de chemin, sauf que Roman, petit à petit, il sombre, il va pas bien. Ça va pas. Il perd sa petite joie de vivre, il perd l'envie au global. Enfin, il se rend compte aussi qu'il y a quelque chose qui change, qu'il se sent plus comme avant, même physiquement, enfin dans ses capacités motrices, qu'il n'arrive plus à respirer comme avant, etc. Il faut savoir qu'il est né avec une malformation cardiaque qui a été soignée, il se fait suivre tous les ans, etc. Et donc là, il décide d'aller un peu plus tôt à ses examens habituels. Et on lui dit non, tout va bien, il creuse, il fait plusieurs examens, il sent bien que ça va pas, il est très sportif et il sent qu'il y a une différence par rapport à ce qu'il a toujours pu faire, etc. Et puis il se rend compte qu'effectivement, il y a un petit quelque chose. Donc il décide de lui faire une opération par l'aine, donc en passant par la jambe, pour lui reboucher en gros une valve qui était trop ouverte. Donc ça c'est fin 2023, ils font cette opération. Quand il se réveille, donc c'est une petite opération qui demande pas trop de récup, quand il se réveille, ils lui disent qu'ils n'ont pas pu finalement y arriver puisque la valve était trop ouverte. Il faudra l'opérer à cœur ouvert. Ils se rendent compte qu'il a un deuxième problème. Bon bah, opération à cœur ouvert pour soigner ta maladie de cœur en fait. Et là je me dis c'est pas possible, c'est pas une malédiction, je porte malheur aux hommes que j'aime en fait. Il y a quelque chose, vraiment, je suis un peu obnubilée par cette idée-là. Je me dis, mais c'est fou, enfin,
comment on peut vivre autant de malheur, comment on peut avoir un rapport aux hommes aussi tragique, quoi. Donc on va vivre tout ça, la préparation, l'avant, le pendant, et là on est en plein dans l'après. Ça fait 1 mois que Roman est hospitalisé, l'opération s'est bien passée, ça a été très difficile pour plein de raisons, moralement, le stress, bref, avec mon fils à côté, ça a été aussi particulièrement compliqué de lui expliquer tout ça et de le voir avoir peur pour son papa. Mais je vois un peu le bout. Je me dis que, après tout, je suis pas responsable de tout ce qui s'est passé, que c'est important de prendre du recul sur toutes les situations et de se rendre compte de sa place et de son rôle, de sa valeur certainement, mais de sa place et de son rôle. De voir aujourd'hui lui subir toutes ces choses que j'aurais jamais voulu qu'il subisse, c'est un peu le coup de massue, et en même temps c'est un peu le rappel à la vie. Je sens qu'il y a quand même du travail à faire avec ce rapport aux hommes, notamment par rapport à mon fils justement, notamment parce que j'avais peur de le perdre. Et donc je sens qu'il y a vraiment effectivement un travail à faire là-dessus, parce que j'ai pas envie de lui transmettre mes traumas. Et voilà, c'était mon histoire, rapport aux hommes, dont je parle pas, dont je parle très rarement, dont je parle trop peu, mais il en ressort plein de leçons très utiles, donc je suis ravie d'avoir pu partager ça avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, je vous invite surtout à aller vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes et les prochaines histoires de personnes qui viendront témoigner. Je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous.